Bonjour, bienvenue sur le webinaire organisé par Formatis et dédié à l'intelligence artificielle et la recherche clinique. Donc moi, je suis Angèle Guilbault, je suis directrice générale du groupe Multi-Health, auquel appartient la société Formatis. Et je suis aujourd'hui avec Thibaut. Donc Thibaut, je te laisse te présenter. Moi, je suis Thibaut Selté de Sablé, je suis le secrétaire général du groupe Multi-Health et j'interviens avec Angèle parce que je suis aussi un utilisateur de l'intelligence artificielle, en particulier pour des travaux de recherche bibliographique. Voilà. Très bien, donc on va rentrer dans le vif du sujet, mais peut-être avant, s'interroger sur pourquoi ce thème. En fait, j'ai trop souvent entendu ces derniers mois, «Ah, j'y comprends rien à l'IA» ou «L'IA pour moi, non merci, parce que c'est la fin de mon métier». Donc entre méconnaissance et résistance, je pense qu'il y a un bel espace pour informer et pour détricoter en fait un paysage qui pourrait, parfois sembler, complexe. Et c'est bien la vocation de Formatis. Donc Formatis, c'est un centre de formation qui donc dispense des formations, mais amène aussi de l'information pour y voir plus clair dans le paysage. Et donc c'est ce qu'on propose aujourd'hui. Ce que je vous disais, c'est que Formatis donc, appartient au groupe Multi-Health, qui est constitué de 5 sociétés prestataires de services en recherche clinique. Cela signifie qu'on accompagne les acteurs des produits de santé, donc les acteurs du médicament, du dispositif médical, du complément alimentaire. Et on est donc à leur côté pour mener à bien des missions de recherche clinique qui concernent l'avant-commercialisation et aussi l'après-commercialisation avec les suivis de données en vie réelle. Donc, pour démarrer, on va commencer avec la définition de ce qu'est une intelligence artificielle. Donc, c'est défini comme étant un système informatique capable d'effectuer des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. Donc, par exemple, comprendre le langage naturel. Donc, le langage naturel, c'est ce que j'utilise aujourd'hui, c'est le langage ordinaire, donc c'est une langue normale parlée par un être humain et ça s'oppose par exemple au langage informatique ou à d'autres langues comme ça qui sont construites. Donc, l'intelligence artificielle est capable de comprendre le langage, capable de reconnaître des images ou des sons, capable de prendre des décisions ou en tout cas d'orienter des décisions qui peuvent être très complexes et elle est aussi capable d'apprendre à partir de données. Et la notion de données qui nourrissent l'outil est extrêmement importante. On va y revenir juste après. Donc, on l'appelle artificielle parce que ça s'oppose à tout ce qui est biologique ou vivant. Donc, voilà, elle est créée de toutes pièces. Alors, en fait, on distingue assez schématiquement deux types d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle traditionnelle ou classique, qui s'oppose aujourd'hui à l'IA générative. L'IA traditionnelle, en fait, sa mission, c'est d'analyser des données, donc un gros jeu de données, en vue de les classer ou d'effectuer des prédictions. Donc ça vise à automatiser des tâches, à synthétiser des données et c'est rendu possible par la puissance de calcul. En fait, ce que l'IA a de plus versus l'humain, c'est vraiment cette capacité à faire de nombreux calculs en un temps record, et ce qui permet de segmenter des données ou de deviner en fait des modèles qui sont derrière la répartition de données. Ensuite, on a eu l'IA générative, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Donc ça, c'est pour générer de la nouvelle donnée. Donc c'est en s'appuyant sur de l'existant, mais c'est une intelligence artificielle qui est capable de créer des textes, de la musique, des vidéos, des images, et qui produit des contenus totalement nouveaux, mais qui imitent ceux avec quoi elle a pu être nourrie. Donc ce qu'elle a observé dans les données qui lui ont été injectées. Dans cette IA générative, il y a une notion de réseau de neurones. Alors, c'est très
On parle d'intelligence artificielle parce que c'est pas vivant et en même temps, on utilise du vocabulaire qu'on retrouve dans le cerveau humain. Bon, là, en l'occurrence, ce sont des neurones artificiels. Alors, ça correspond à quoi? Ça correspond à un modèle informatique qui est inspiré du fonctionnement du cerveau humain et qui va traiter de l'information et qui est organisé en couches de neurones. Et on parle de profondeur de réseau, par exemple, et plus il y a de couches de neurones, et plus l'intelligence artificielle est capable de produire des choses abouties. Alors, l'apprentissage, je vous disais, c'est un élément clé dans l'intelligence artificielle parce que c'est pas quelque chose qui se crée de rien. Donc, une intelligence artificielle, ça s'entraîne sur des grands jeux de données. Et c'est sur ces jeux-là qu'elle va rechercher ce pourquoi elle est programmée. Donc, ça peut être des corrélations, des schémas de données, ou ça peut être utiliser la donnée existante pour reconstruire autre chose. Et pourquoi c'est intéressant, enfin pourquoi il y a de nombreuses applications de l'IA en médecine, c'est parce qu'on a déjà beaucoup de données. Donc il existe des millions d'images médicales, type radio, IRM, scanner. Donc l'imagerie est vraiment très riche. Et on a aussi de nombreuses données liées aux patients, donc en général au format sur des dossiers patients qui sont numériques. Et donc, ça concerne les diagnostics, des résultats d'analyse biologique, par exemple, des schémas de traitement ou des types de traitements qui ont été donnés aux patients. Donc, on a des parcours qui sont extrêmement bien renseignés et qui permettent cet accès aussi en étant numérique. Ça permet un accès facilité aux données, un accès qui doit être autorisé. Mais ça, c'est un autre pan de l'IA. Donc la médecine, elle se prête bien à l'intelligence artificielle parce qu'elle établit un diagnostic sur un modèle logique. Donc s'il existe tel symptôme et qu'on a tel résultat de test, par exemple en examen sanguin, alors le risque que ce soit la maladie X est très important. Et donc c'est comme ça qu'on établit le diagnostic, avec cette chaîne logique d'arguments. Ce qui veut dire que, en fait, l'IA, elle raisonne de la même façon, elle établit des modèles statistiques où elle travaille avec des probabilités et elle va se nourrir de ce qui existe déjà pour aller beaucoup plus vite et parfois beaucoup plus loin. Euh, donc, avant de rentrer dans le vif du sujet avec Thibaut sur la recherche clinique, en fait, sur l'IA et la recherche clinique, je voulais m'arrêter 2 secondes sur les niveaux d'expertise en IA, parce qu'aujourd'hui, on assiste sur les réseaux sociaux à de nombreuses personnes qui se positionnent en tant qu'experts. Ça n'est pas notre intention aujourd'hui. Nous sommes des utilisateurs. Nous ne sommes pas des programmateurs ou des développeurs. Donc là, je vous ai mis une figure qui avait été un schéma qui a été proposé sur LinkedIn sur un post récemment avec des niveaux qui vont de 1 à 9 en termes d'utilisation de l'intelligence artificielle, enfin pas d'utilisation, mais de prise en main de l'intelligence artificielle avec donc différents degrés. En l'occurrence, il est écrit que très peu de personnes sont au-delà du niveau 2. Niveau 2, c'est concevoir des prompts, c'est-à-dire concevoir des dialogues avec l'intelligence artificielle pour lui faire faire quelque chose, des consignes. Ben voilà, nous, avec Thibaut, on est niveau 2, on ne se revendique pas expert, mais on voulait vous partager notre expérience et d'utilisateur en santé. Et donc, dans ce domaine de la santé, il y a plusieurs domaines d'application. Le diagnostic et la prédiction, la recherche clinique, la médecine personnalisée et l'amélioration des systèmes de soins. Et aujourd'hui, bah, on a jeté notre dévolu sur la recherche clinique parce que c'est aussi ce qu'on connaît bien. Et je vais donc laisser la parole à Thibaut pour illustrer cette partie. Oui,
Alors, merci Angèle. En ce qui concerne du coup l'utilisation de l'intelligence artificielle en recherche clinique, le but de l'intelligence artificielle, c'est évidemment d'accélérer et d'améliorer le développement et la validation de nouveaux traitements ou prises en charge thérapeutiques. Et donc pour ça, il y a plusieurs axes sur lesquels l'intelligence artificielle peut nous aider. Et un des premiers axes, c'est de nous apporter une aide méthodologique, d'accord? Et en particulier lors de la conception et le design des études cliniques, par le biais d'une recherche bibliographique qui est plus étendue, plus rapide que pourrait l'être avec un être humain, parce que l'IA peut nous aider à analyser des millions d'articles scientifiques sur des bases de données médicales pour faire une synthèse des designs d'études et des résultats obtenus. Donc là, on vous a cité six moteurs d'intelligence artificielle qui sont un peu différents. Donc après, avec chacun a ses propres spécificités, pardon, des grilles tarifaires qui sont différentes aussi, parce que en général, vous avez un produit d'entrée gratuit, et puis après, derrière, si vous voulez des fonctionnalités un peu plus poussées, il faut prendre un abonnement. Voilà, un des plus importants en académique, c'est Scite AI, qui a une base de données qui est assez complète et assez poussée. Sinon, bah voilà, là je vais vous faire un focus avec Elicit, mais vous avez aussi d'autres outils type Consensus, ChatSonic, etc. Voilà. Donc ça, c'est le premier axe, c'est la recherche bibliographique, la synthèse bibliographique. Et donc je vais vous faire un focus tout de suite et vous donner un petit exemple de ce qui peut être fait en utilisant un des moteurs cités ici, qui s'appelle Elicit. Voilà, donc là, j'ai rien inventé, hein. Je suis parti d'un article qui a été publié sur Medium par un- un auteur qui s'appelle Boris Nikolaev, qui a fait donc du coup un cas concret de l'utilisation d'un outil d'intelligence artificielle sur de la recherche bibliographique. Donc l'outil en question, c'est Elicit. La question qu'il voulait se poser, c'est quel était l'impact des vidéos, des jeux vidéo violents sur la probabilité enfin, ou les chiffres de criminalité. Donc, la première chose que peut proposer justement cette intelligence artificielle, c'est de faire une recherche bibliographique rapide et de vous faire un résumé très condensé de ce que l'outil a pu trouver. Donc, il faut commencer par une question empirique. Alors, ce genre d'outil marche mieux avec une question empirique qu'avec une question ouverte. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, la question qui était posée, c'est est-ce que jouer à des jeux vidéo violents augmente la probabilité de commettre un crime? Plutôt que une question type quelle est la probabilité de commettre un crime après avoir joué à des jeux vidéo? C'est pas tout à fait le même type de question et les outils d'intelligence artificielle de ce type-là ont plus tendance à être précis quand vous posez le premier type de question, donc la question empirique. Illicit a une bibliothèque d'environ 125 millions de publications, donc c'est déjà pas mal. Des publications qui sont académiques plutôt que des publications dont les données ne sont pas vérifiées, ce qui a pour effet d'avoir un risque d'hallucination qui est moins important. L'hallucination, c'est quelque chose qu'on observe assez fréquemment dans les outils d'intelligence artificielle. C'est le fait, en fait, de se baser sur des données erronées ou non vérifiées pour produire un résultat et ce qui entretient après si les personnes utilisent ces résultats pour faire du nouveau contenu, bah, on entretient ces données erronées et ça crée un phénomène d'hallucination. Voilà, et c'est typiquement, voilà, ChatGPT qui utilise toutes les sources qui sont disponibles, mais pas forcément des sources académiques, peut avoir ce risque-là qui est un peu plus élevé. Une fois que vous avez votre résultat de la recherche, donc là vous le voyez dans la capture d'écran qui est là, vous avez un résumé rapide des 8 meilleurs papiers et vous pouvez filtrer vos résultats par date, type d'article, etc. Tous des filtres assez classiques à retrouver. Ensuite, la force de l'outil de l'IA aussi, c'est de pouvoir faire des extractions de données personnalisées. Donc là, vous avez un certain nombre de champs prédéfinis dans l'outil Elicit. Bon, dans les autres outils, c'est un peu pareil. Et vous pouvez rajouter des champs personnalisés pour justement tirer les informations qu'il y a dans des articles
qui ont été choisis, tirer les informations qui vous intéressent à partir de ces articles de façon automatique. Donc voilà, là, si vous avez le champ objectif, résultats principaux, etc., vous pouvez les faire apparaître dans vos différents champs, ce qui vous permet de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Ensuite, vous pouvez faire une extraction de cette information et aussi éventuellement dans l'outil, vous pouvez aussi, si vous avez déjà une base de données que vous utilisez sur un thème précis, vous pouvez l'importer dans l'outil et elle va vous faire un condensé aussi et aller chercher les informations que vous avez demandées à l'intérieur de cette base de données. Ensuite, la troisième étape, vous pouvez donc exporter votre revue de littérature pour ensuite faire une vérification, une analyse en profondeur, parce que c'est un peu là que s'arrête l'outil intelligence artificielle pour faire une analyse en profondeur et vérifier les données qui vous sont ressorties. Ça, le facteur humain reste important pour vérifier que effectivement l'analyse est bonne. Donc l'outil vous permet d'exporter votre revue et ensuite l'outil peut vous permettre d'identifier un certain nombre de gaps et de tendances, donc les lacunes, hein, les manques que vous pouvez avoir dans votre recherche bibliographique, identifier éventuellement les incohérences et mettre en évidence. Donc, il y a un outil dans Illicit qui s'appelle les concepts, qui vous permet de poser la question sur un certain nombre de concepts qui pourraient être présents dans tous les articles qui sont de votre base bibliographique. Et donc, ça vous permet, l'outil va vous extraire tout ça et permettre de mettre en évidence des thèmes, des concepts communs qui sont présents dans tous les articles qu'il a sélectionnés, ce qui peut dégager des futures recherches éventuellement, puisque en général, il y a une ouverture sur les futures recherches dans chacun des articles. Donc, ça peut me permettre de vous faire un condensé de tout ça. Et voilà. Et donc, la plus-value, elle se situe à ce niveau-là. Euh, donc ça, c'est un peu un pas à pas de comment utiliser un outil d'intelligence artificielle. Alors ça, c'était sur les sites, mais évidemment, chaque outil a sa propre spécificité, mais vous pouvez globalement le raisonner de la même façon pour tous les outils. Quelles sont les limites de ces outils-là? L'outil, il est aussi bon que peut l'être au maximum sa base de données. D'accord? Donc, suivant la taille de la base de données de l'outil que vous utilisez, il y sera plus ou moins exhaustif. La base de données, elle est limitée aux articles accessibles ou en tout cas au résumé des articles accessibles. Après, il peut y avoir des partenariats avec certains éditeurs, ce qui leur permet de référencer ces articles-là. Mais sinon, ils ont un problème d'accès aux articles qui sont protégés par des paywalls, hein, donc le fait de payer l'article. Mais malgré tout, il aura accès à l'abstract comme vous, comme tout à chacun. Euh, le truc, c'est que les bases de données sont enrichies en permanence, donc les limitations à l'instant T peut être corrigée à l'instant T plus 1 par une augmentation de la taille de la base de données. La précision est toujours imparfaite hein, dans un outil d'intelligence artificielle, donc ça nécessite toujours une vérification. Et donc c'est là que le facteur humain est important. Comme je vous disais, alors illicite du fait on se base sur des articles académiques, on est quand même sur une précision à 90% à peu près. On est un peu moins sur du ChatGPT parce que justement c'est comme je vous disais tout à l'heure, la littérature sur laquelle ChatGPT se baserait, par exemple, est moins vérifiée et vérifiable. Donc, on peut avoir donc les hallucinations, comme je vous disais. Ça, c'est typique de ce type d'outils qui sont les grands modèles linguistiques qui peuvent répertorier et surtout propager des informations si jamais on les utilise et qu'on se base nous-mêmes sur de mauvaises références. Source, en fait. Ouais. Voilà, sur de mauvaises sources. Euh, les outils d'intelligence artificielle sont globalement peu capables de raisonner concrètement sur de grandes quantités d'informations, d'accord? Donc ça, c'est le travail de l'humain, de travailler là-dessus. Euh, et vous avez forcément une nécessité d'approfondir d'analyse parce que les outils ont des difficultés à, à capter certaines nuances et peuvent manquer de contextualisation, d'accord? Alors, justement, il y a un article qui a été publié en 2024 sur une recherche. Je ne sais plus quel était le thème de la recherche. euh,
où ils ont fait une comparaison ChatGPT 4 versus humain. Et la conclusion de l'article, c'était dans le graphique, qui était une des conclusions, c'était dans le graphique qui vous est présenté ici, et qui met bien en évidence ce en quoi l'intelligence artificielle est supérieure à l'humain. Clairement, les deux points, c'est la largeur de l'accès de ses connaissances, hein, puisqu'il a accès à beaucoup, beaucoup plus de données que nous, on pourrait le faire manuellement, et donc le temps de réponse qui est largement supérieur. Après le reste, voilà, la compréhension du contexte est plus compliquée. Voilà. Ensuite, si on s'arrête sur ce cas concret, quelles sont les autres applications de l'intelligence artificielle en recherche clinique? L'intelligence artificielle peut nous aider à sélectionner les bons patients pour les essais cliniques, donc identifier des patients qui correspondent aux critères d'éligibilité d'une étude clinique, qui est souvent très long, et ce qui peut aussi donc faire que l'étude clinique traîne en longueur. Donc une IA peut aider à fouiller des dossiers médicaux et repérer rapidement des profils candidats pour participer aux essais, et donc gagner du temps et gagner de l'argent, qui est toujours un peu enfin, économiser de l'argent plus que gagner de l'argent, ce qui est toujours un peu le nerf de la guerre dans la recherche clinique. Ensuite, les outils d'intelligence artificielle peuvent permettre de suivre l'évolution de patients. Donc pendant un essai clinique, l'intelligence artificielle peut analyser en temps réel les données de patients, des dosages sanguins, les événements indésirables, les événements indésirables graves, pour détecter plutôt une problématique soit d'efficacité, soit de tolérance, et éventuellement et donc devenir un outil d'aide à la décision quant à la poursuite ou à l'arrêt éventuel de l'essai clinique. Voilà, ça c'est des exemples parmi d'autres de ce que peut faire l'intelligence artificielle en recherche clinique. Donc là, je vais pas m'étendre là-dessus. On va passer vite. C'est juste quatre exemples de l'utilisation de l'intelligence artificielle en recherche clinique, et en particulier pour des sociétés en France. Vous aurez ça dans l'enregistrement. Vous pourrez regarder un petit peu ce qui a été fait. En revanche, donc, ah oui. euh, donc ça, c'est les quatre domaines particuliers d'utilisation de l'intelligence artificielle en santé. Donc là, je vous ai présenté un peu la recherche clinique. Est-ce que vous pourriez nous mettre en commentaire quel serait éventuellement ce qui vous intéresserait pour le sujet d'un prochain webinaire? Donc soit le 1, le 3 ou le 4. Donc mettez-nous en commentaire ce que vous souhaiteriez qu'on aborde dans le cadre d'un futur séminaire, webinaire, pardon. En revanche, donc l'utilisation de l'intelligence artificielle pose un problème de souveraineté de données, enfin, ou une problématique plus qu'un problème, parce que effectivement, la souveraineté de données, c'est quoi? C'est le fait que pour un individu, une organisation ou un pays, il y a un risque de perte de contrôle de ses propres données, d'accord? Et Et il est vraiment indispensable de protéger les données sensibles des patients, et de préserver le savoir-faire européen. On le voit dans le contexte économique actuel, que c'est important d'être souverain sur ce genre de problématiques. Le mieux, c'est quand même de faire appel à des solutions d'intelligence artificielle qui sont développées en Europe, ce qui permet de garder et de renforcer cette souveraineté. Il faut savoir que les données qui sont générées dans un pays ou une région doivent être hébergées, traitées et protégées selon les lois locales. Donc, ça implique un contrôle stratégique sur où vont les données, qui y a accès et comment elles sont utilisées ou partagées. D'accord? Et en particulier, faut se poser la question de si l'intelligence artificielle est hébergée hors de l'UE, les données de patients peuvent être transférées vers des serveurs étrangers, et cela peut donc du coup faire qu'elles tombent sous le coup d'autres législations, comme par exemple le Cloud Act américain, ce qui permet, en gros, ça devient des données que les Américains peuvent utiliser comme ils le veulent. Nous, en France, on est sous le RGPD, et donc il faut qu'on reste conforme à ces principes-là. Euh, les IA donc non européennes ne sont pas toujours
en accord avec la réglementation européenne, en particulier en termes de transparence, d'équité, de protection de la vie privée. Donc, il faut se méfier des outils qu'on utilise. Parce que ça peut générer une perte de contrôle sur l'usage de vos données. Et donc, si une intelligence artificielle étrangère est entraînée sur vos données, ça pourrait, in fine, mener à une vente ou un partage des modèles sans qu'on vous soyez informé et que sans que vous tiriez les bénéfices à la fois scientifiques ou financiers. Et, et à la fin, effectivement, on peut développer une dépendance technologique avec un risque stratégique à long terme, normalement, notamment par exemple en termes de coûts d'accès, perdre l'accès à nos données et d'interopérabilité. Voilà. Merci Thibaut. On va terminer ce webinaire avec les impacts et les limites de l'intelligence artificielle. Donc là, ce sont des chiffres qui sont récents, qui datent de début 2025, avec les IA génératives les plus utilisées en France. Donc vous voyez qu'en première position, on a ChatGPT en version gratuite et 66% des utilisateurs d'IA générative utilisent ChatGPT. On voit d'autres applications ou d'autres IA, pardon, en dessous. D'après le dernier recensement, c'est environ 11 millions d'utilisateurs en France, ChatGPT. Donc, c'est assez énorme. Et quels sont ces utilisateurs? Alors, pareil, ce sont des chiffres qui datent de début 2025. On voit que à peu près 55% des utilisateurs sont des hommes et que les tranches d'âge qui représentent la majorité des utilisateurs, c'est en dessous de 34 ans. Ça représente aussi aux alentours de 55% des utilisateurs. Donc, très répandu sur ces tranches d'âge. D'autres chiffres complémentaires qui étaient issus de cette enquête, notamment la durée moyenne d'une session sur ChatGPT qui était de 5 minutes et 13 secondes. Donc, c'est des outils qu'on consulte dans une fenêtre de temps qui est assez courte et ça illustre aussi le fait qu'on veut des réponses rapides. Après, il faut prendre le recul nécessaire sur ce qui est délivré par ChatGPT. En termes de consommation de ressources, en fait, chaque requête sur une intelligence artificielle implique la mobilisation de calculateurs, de serveurs, et puis il y a aussi tout ce qui est lié au développement de ces intelligences artificielles. Donc là, les chiffres sont issus d'un rapport publié par le ministère, je crois, de la Santé. Je ne sais plus si c'était la santé ou un autre ministère, mais c'est un rapport gouvernemental en France, hein. Donc, une requête sur OpenAI, donc c'est similaire, c'est ChatGPT, pardon, c'est 1,83 grammes de carbone émis. Donc, ça ne vous parle peut-être pas, mais ça correspond à 3 minutes de streaming, enfin 3 minutes de vidéo en ligne. Euh, et sur une IA qui est beaucoup plus complexe, telle que Llama, qui en fait permet de faire des tâches de programmation, de mathématiques et de raisonnement, mais une requête émet, pardon, 55 grammes de dioxyde de carbone. Donc l'empreinte carbone de l'IA, c'est quelque chose qui est très étudié en ce moment pour qu'on contrôle aussi ça, c'est-à-dire que l'engouement pour l'intelligence artificielle, ben, ça a aussi des conséquences en termes de ressources, enfin, de consommation de ressources énergétiques. On n'a pas beaucoup de chiffres en France, même en Europe pour l'instant, mais il y a un groupe de réflexion, donc le think tank qui s'appelle The Shift Project, et donc qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone et qui a une démarche très scientifique, hein, en recueillant de la donnée, en analysant, et qui en fait veut éclairer le débat sur la transition écologique en Europe. Donc ils ont déjà publié bon nombre de rapports et là ils ont une branche numérique qui s'intéresse au poids de l'intelligence artificielle. Donc il y a un premier rapport intermédiaire qui est sorti en mars 2025, hein, qui donne quelques chiffres mais qui est
encore qui restent à compléter. Donc, c'est attendu pour la fin de l'année. Et voilà, c'était pour sensibiliser sur le fait que ben, interroger une IA, ça a un coût financier, notamment quand on paye un abonnement, mais ça a aussi un coût environnemental. Et il est loin d'être négligeable, donc il faut le garder en mémoire et puis en faire une utilisation raisonnée. Et je vais finir avec ça sur l'intelligence artificielle et ce que j'appelle la limitation neuronale. En fait, il y a des études, notamment une étude qui est sortie là récemment, qui avait entre autres été menée par Microsoft et qui montre que l'usage répété de l'IA émousse notre esprit critique. Donc, ça a été évalué chez une population assez diversifiée. Donc, ça allait des étudiants à des personnes qui sont en poste et sur différentes tranches d'âge. Et en fait, le fait de déléguer à l'intelligence artificielle certaines tâches euh, nous empêche de faire des petits exercices automatiques qui font pourtant partie de notre apprentissage, enfin qui devraient encore faire partie de notre apprentissage du cerveau au quotidien. Et c'est un peu comme on peut imaginer des petits exercices simples et répétés au niveau tonus musculaire qui permettent d'entretenir sa forme avant de réaliser par exemple un exploit sportif. Et ben là, c'est pareil, si on supprime ces petits exercices, il semblerait qu'on soit moins capable d'avoir un raisonnement logique, de développer un esprit critique. Donc, c'est extrêmement important d'en avoir conscience pour, si j'ose dire, utiliser intelligemment ces intelligences artificielles et ne pas rentrer dans le confort d'un outil qui fait tout à votre place. Parce que ça veut dire que votre entraînement cérébral, vous allez le perdre et dans ce cas-là, on rentre dans des choses qui sont beaucoup plus complexes et notamment le fait de ne pas pouvoir discriminer des informations vraies de d'autres informations fabriquées pour je sais pas, distraire, mais pour mettre l'attention sur d'autres choses. Toutes ces fake news, en fait, c'est aussi ce qui est à l'origine des hallucinations dont parlait Thibaut. Et donc, c'est des informations fausses, fabriquées pour polluer l'environnement, aussi pour faire un peu perdre des repères qu'on pourrait avoir. Donc pour moi, c'est extrêmement important d'utiliser l'intelligence artificielle tout en ayant bien en tête que notre, notre propre esprit critique, nous sommes en fait les seuls à pouvoir le développer. Donc il faut garder la main là-dessus. Et puis, euh, et puis avancer de manière très prudente dans ce monde de l'intelligence artificielle, notamment quand on l'interroge pour avoir des informations. Je ne vous parle pas des applications en santé, mais c'est vrai que ChatGPT, il y a du vrai, il y a du faux, donc il faut garder en fait ce recul sur les données qui sont livrées. Écoutez, je vous remercie pour votre attention au cours de ce webinaire. Thibaut et moi étions ravis de partager notre expérience, et je pense que ça va aussi au-delà de ça, c'est nos points de vue. Bon, quelques mots pour terminer. Non, ben, je vous remercie de vous être inscrit, d'avoir participé au webinar et n'hésitez pas à nous faire un commentaire sur ce que vous voudriez entendre la prochaine fois Oui, et donc à bientôt pour cette prochaine fois éventuellement. voilà, donc pour une prochaine session d'information sous l'égide de Formatis. Merci beaucoup à vous. Bien, Au revoir. merci, au revoir.